Universitat d'Estrasburg i ha estat molt lligada a totes les construccions de les exposicions de la Corbusier. És la principal responsable de l'exposició que es farà a Marsella, que es diu Corbusier al Mediterrà. Ha fet el pròleg a l'edició dels arxius del Corbu per la Garland, participa també en l'exposició del Bobur, i a part dels seus llibres sobre Rochamp va ser el primer on es va recollir tot el material del procés de disseny del projecte. Passa que hi ha una cosa que crec que li podem agrair, que la Cellera portava aquesta conferència sobre Rochamp, però ha pensat, algú us va dir l'altre dia, que anar repetint una cosa i una sola escriptura també era interessant parlar del dibuix com a dibuix en el cas de Corbusier com a instrument de projecte o com a instrument de recollir coses o com a instrument d'investigació de formes. Aleshores, diu que jo li proposava de fer un junt amb aquesta cosa sempre una mica pragmàtica, però diu que són dues coses separades i ja la podia fer aquesta ara, la que parlaria de Rochamp, i avui tindria la conferència de Rochamp ara, després la conferència del Peter Buchanan sobre la Tourette i la Tourette, també dinar hi hauria a les 4 aquí la conferència de l'arquitecte de Marsella Brillo que parlaria de les unitats d'habitacions, com ja us he dit, i a la nit, a les 8, hi hauria el Col·legi d'Arquitectes aquesta, com més que taula rodona, ponència de gent de l'escola que han fet tesis sobre la Corbusier, ja els comentarem aquí a la taula. Aleshores, demà al matí, el professor Marc Vicelada de Tel ha anunciat que arribaria més tard, i aleshores penso que a les 11 és una llàstima que ella deixi de fer aquesta conferència sobre el dibuix. Per tant, demà al matí a les 11, com avui, la Daniel Poli una altra vegada faria aquesta conferència sobre el dibuix, després a la segona hora tindríem el Savi Víctor i a la tarda, a primera hora, tindríem el Marc Vicelada. Aleshores, hi ha una cosa que em sembla que pot estar bé, si al final la gent que més o menys anem vinguent, tant el Savi Víctor com el Marc Vicelada, que tots dos són arquitectes, el Marc Vicelada ha treballat en aquesta exposició de Delta, hi ha gran treball d'estudiants de l'escola amb la construcció de maquetes, l'Olita, el seu paper d'arquitecte i també de constructor manual de coses, podria estar bé, crec, després de la conferència de Vicelada, abans de la taula rodona de la nit, no sé, intentar com un petit comentari, no tant de les idees, sinó com de la construcció d'aquestes maquetes que hi ha per fora o del paper que tenen aquestes coses en el treball. I després acabaria la història amb la taula rodona de la nit al col·legi. Hi ha una cosa que també és nova, que és que hem trobat la pel·lícula que va filmar el Moco Inagui, que és uns 12 o 14 minuts sobre la carta d'Atenes. O sigui, tots els personatges de la primera carta d'Atenes viatjant al barco i explicant els seus projectes. Jo crec que estaria ben projectada a l'inici de la taula rodona de demà a la nit. Després, la història del Nicaban, que no m'oblidi sempre, l'entrada pot entrar tothom i aleshores la consumició hi ha uns tíquets que ha fabricat el mateix Nicaban que es donaran avui a la sortida quan acabi la conferència del Peter Buchanan, una part i l'altra part demà a la nit de la taula rodona abans d'anar. O sigui, o avui o demà tots els dies. Aleshores, ara comença a dir el Poli parlant de Rochamp. En primer lloc, us volia fer una pregunta. Jo estic aquí només que per fer la traducció del francès, però degut a que aquesta conferència és l'única que es grava en vídeo, us volia fer la pregunta si tothom entén el francès, perquè aleshores el fet de gravar-la en vídeo i de tenir que anar parant, aturant per fer la traducció consecutiva, si realment tothom entén el francès, aleshores no ho faríem. Aviam, hi ha algú que tingui problema amb el francès, que aixequi la mà, sisplau, que farem la traducció immediatament. Per tant, passem, davant aquest fracàs lingüístic, passarem doncs a la conferència que serà de traducció consecutiva. Ella parlarà primer, pararà, jo traduiré i ho farem així. Es farà una mica pesat, ho lamento. Alors je vais peut-être essayer de parler un peu plus vite si on peut. Alors je vais peut-être parler un peu plus vite si on peut. Oui, tu peux parler normalement, mais tu dois t'arrêter. Voilà. Tu me dis quand il faut que je m'arrête. Non, c'est à vous que vous devez parler 3 minutes. Arrêtez, calmez. Bien, oui. Donc j'ai choisi de vous parler du projet de Ronchamp. Non pas tant en essayant de décrire ce bâtiment que je pense tout le monde connaît, enfin que tous les étudiants des écoles d'architecture connaissent. J'ai plutôt essayé par les images que je vais montrer de retracer le processus du travail de création architecturale. Enfin c'est un peu ambitieux, mais c'est un projet
qui, grâce à toutes les traces qu'on a pu trouver, dessins, petits croquis de sketchbook, travail de recherche, etc., documentation, j'ai pu essayer de retracer les différentes étapes de la naissance du projet. Donc ça, c'est une chose qui me semble intéressante. Ce qu'on a pu aussi tenter de faire dans l'analyse du processus du projet, c'était de voir quelles pouvaient être les références dans la recherche formelle, les références de Le Corbusier, puisque c'est un travail très plastique, comme vous le savez, un travail quasiment, ça a presque été qualifié d'une architecture-sculpture, et donc retrouver la part des références, essayer de discerner quelles étaient les références utilisées par Le Corbusier, et dans une dernière partie, j'essaierai, c'est la traduction, de voir le rapport à l'histoire de Le Corbusier, d'esquisser le rapport à l'histoire de Le Corbusier. Hem escollit per fer la conferència a l'església de Ronchamp perquè precisament és un dels edificis de Le Corbusier del que tenim més dades formals i en el que podem seguir més o menys molt detalladament tot el procés de projecte, degut a que hi ha un gran nombre de croquis, dibuixos, plànols, etc. Aleshores, aquesta riquesa d'informació bàsica en el que podem observar tot el procés projectual de Le Corbusier d'aquest edifici ens permetrà d'obtenir o d'estudiar dos punts molt importants en aquest procés, que són les referències formals, que en Le Corbusier sempre són molt importants, sobretot perquè hi poden tenir una influència del món de l'escultura, i després quines són les referències que Le Corbusier utilitza de la història, de la relació amb la història de l'arquitectura. Alors, tout d'abord, deux mots d'introduction assez rapides pour resituer le bâtiment dans l'histoire de l'architecture contemporaine. Bon. En fait, c'est vrai que c'est un édifice qui est très important, aussi bien comme jalon dans l'histoire de l'architecture contemporaine, et qui est très important dans la production de Le Corbusier. En primer lloc, haurem de fer ressaltar la importància que té aquest edifici dintre de la història de l'arquitectura moderna com una fita de l'arquitectura moderna. C'est vrai, c'est vu comme une figure de proue en quelque sorte. Alors, il apparaît ce bâtiment, on peut montrer une image, vous le connaissez, on peut montrer une image quand même. Il faudrait baisser les lumières si c'est possible. Donc, je disais que ça peut être vu, ce bâtiment que vous connaissez tous très bien, peut être vu comme une œuvre manifeste de la part d'un architecte qui a été vu par la critique et par l'histoire de l'architecture, en tout cas des années où il vivait, qui a été vu comme le chef de file du courant fonctionnaliste. Ce bâtiment, je disais, peut être vu comme une œuvre manifeste dans une période où se manifestait dans l'histoire de l'architecture des années 50 ce que Pevsner appelle une révolte contre la raison. Et il qualifie le bâtiment de Ronchamp de monument le plus discuté du nouvel irrationalisme. Je passerai sur les polémiques qui ont eu lieu au moment de la création, de la construction de l'édifice. Et en fait, c'est vrai qu'on peut le voir comme une figure de proue et comme, je le disais, je me répète, comme une œuvre manifeste. Aquest edifici té una gran importància degut a que en els anys 50 va ser agafat per la crítica internacional d'aquell moment de l'arquitectura com un edifici manifest, és a dir, que era un manifest arquitectural, com un monument, perquè era, en el cas de Le Corbusier, era una revolta contra la raó, m'imagino que vol dir contra el funcionalisme, contra les teories que fins a aquell moment havien prevalgut. I aleshores es va convertir de poc a poc en un monument sobre una línia que s'afirmava sobre l'irracional. Alors deux mots juste sur le contexte, je disais le contexte historique. Il faut voir que cette réalisation a été prévue à l'intérieur d'un programme de reconstruction, un programme très vaste de reconstruction en France après la Seconde Guerre mondiale, reconstruction architecturale, urbanistique, etc., mais aussi reconstruction d'édifices sacrés. Donc un climat très favorable sur le plan expérimental.
parce qu'à la fois il y avait tout un contexte d'institutions, si vous voulez, religieuses, qui favorisait l'art abstrait, par exemple, qui proposait des projets à Le Corbusier, mais aussi des projets de fresques ou d'œuvres plastiques allégées à Matisse, etc. Donc, climat favorable et possibilité d'expérimentation. L'édifice religieux devenait une sorte de creuset, une sorte de terrain d'expérimentation pour ce que Le Corbusier essaiera de réaliser, c'est-à-dire une synthèse des arts dans ce bâtiment. Aquest edifici entra dintre de tot un conjunt d'un programa de reconstrucció que es va fer a França per restaurar i refer totes les destruccions de la Segona Guerra Mundial. A més, aquest edifici apareix en un moment on hi ha, dintre de les institucions religioses, un clima favorable a l'experimentació, a la renovació de les execucions dels edificis religiosos. És a dir, una mica aquest edifici, hi van haver-hi altres artistes, que van col·laborar també amb aquest nou estil de l'edificació religiosa. Aleshores, aquest edifici, en el fons, doncs, és una mica un terreny d'experimentació de l'arquitectura religiosa dels anys 50. Donc, deux mots aussi sur la situation du bâtiment dans le travail de Le Corbusier. Alors, ça a pu être vu par la critique de l'époque comme un caprice, une fantaisie dans le travail de Le Corbusier. Or, ça n'était pas du tout le cas. Et très vite, les historiens d'architecture ont pu constater qu'au contraire, c'est le résultat d'une lente maturation, c'est le fruit les conséquences logiques en fait de toutes ces recherches depuis les années 20 et ce qu'on pourrait appeler le fruit d'une longue recherche patiente. Et en fait, c'est une application de la plupart de ces théories aussi bien architecturales qu'esthétiques. Donc, recherche sur la lumière, recherche plastique, travail sur la couleur aussi, il y a quelques exemples dans le bâtiment. Et c'est vrai que ce bâtiment se veut la matérialisation, comme je le disais tout à l'heure, d'une synthèse des arts dans le travail de Le Corbusier. Moltes vegades la crítica ha cregut que aquest edifici era una espècie de caprici, de fantasia de Le Corbusier en un moment determinat, però en canvi la conferenciant opina que no és això, sinó que és el resultat de tot un procés de maduració del disseny de Le Corbusier. D'aquesta manera, per exemple, hi ha aspectes com és l'estudi de la llum, l'aplicació de la llum en el projecte i altres aspectes que no és en absolut un caprici formal, sinó que és el resultat aquest de tota una maduració. Donc je vais essayer maintenant de retracer un peu les étapes du projet et de montrer quelques éléments du processus de réalisation de ce travail. A continuació, a través de les diapositives, intentarem recuperar o reveure tot el procés de projectació d'aquest edifici. Oui, donc je montre cette diapositive. Une chose importante à dire d'emblée par rapport à la réalisation des premières esquisses, c'est l'importance du site en fait. S'il a accepté, je passe sur les polémiques avec les milieux religieux, Le Corbusier ne s'entendait pas très bien avec les institutions religieuses, il avait eu une expérience très négative avec un projet de basilique souterraine à la Sainte-Baume dans le sud de la France, où une réalisation relativement élaborée, un projet relativement élaboré avait été refusé, donc il ne voulait pas travailler avec les religieux. Mais un point qui a été déterminant dans l'acceptation de cette commande, ça a été les lieux, le site, le paysage. Et d'office, d'emblée, lorsqu'il est monté sur cette colline, l'idée a été de réaliser un projet en relation très étroite avec le site, de réaliser ce qu'il appelle une réponse au site. El primer aspecte que cal destacar d'aquest projecte és precisament l'ubicació de l'edifici en el territori. Sembla ser que Le Corbusier ja havia tingut altres ofertes per fer alguns altres edificis religiosos en el sud de França, però que els va rebutjar. Aleshores, un fet fonamental que va fer acceptar per Le Corbusier el construir aquí damunt d'aquesta muntanya va ser precisament això, la situació. I, per tant, el projecte, tot el disseny del projecte es va basar de forma molt important amb el respecte i les connotacions, les relacions amb la ubicació de l'edifici.
Oui, donc en gros, donc la commande l'avait relativement séduite parce que c'était un problème de ce qu'il appelle un problème de robinet, un problème assez complexe. On lui avait demandé de réaliser une petite chapelle pour 200 personnes, mais qui soit en même temps un lieu de pèlerinage, une église de pèlerinage. Donc il y avait la dualité entre le fait de penser un espace très clos, très restreint, très petit, et un lieu en même temps vaste, type cathédrale en plein air, où il fallait rassembler pour le pèlerinage, je sais pas, 12 000 personnes, enfin, donc 200 personnes quotidiennement et 12 000 personnes par moment exceptionnel. Donc complexité d'un programme à la fois avec peu de moyens, avec des moyens économiques très réduits. Donc cette difficulté l'a aussi assez intéressé. Hi havia després un altre aspecte que el va seduir, no només el de l'ubicació, sinó que era la de duplicitat del programa. Evidentment es tractava d'una petita ermita que normalment, diàriament, doncs, tenia que donar lloc a una cabuda de 200 persones, 250 com a molt. Però, en canvi, degut a que era un lloc de pelegrinatge, resultava que en un dia determinat tenia que resoldre també les necessitats per 2.000, 2.500 persones o més persones que hi poguessin anar. És a dir, aquesta cara bifront del projecte el va seduir. A més d'aquesta característica hi havia una altra que sempre dominava, que era que tenia que ser una obra petita, una obra econòmica, una obra senzilla. Alors je disais intérêt du site, c'est vrai que ce qui le retient dans ce lieu, c'est qu'il est chargé d'une forte histoire. Il y a une dimension symbolique inscrite dans ce site. Et c'est un site lourd en histoire parce qu'il y avait déjà un temple romain au IIIe siècle, il y avait ensuite une chapelle de pèlerinage au Moyen-Âge, enfin bon, je passe l'histoire. Mais en tout cas, ça a été le lieu marqué d'une pierre, l'architecture était dans ce lieu déjà dans les temps anciens. Et lui prend connaissance de cette histoire, lit les textes sur ces chapelles de pèlerinage antérieures, annote ces textes, travaille. Il n'est pas du tout catholique, je veux dire, il ne connaît pas du tout la tradition catholique. Mais il s'imprègne de cette lourde histoire par une connaissance, enfin par des écrits, des annotations. Il essaie de comprendre comment fonctionne un lieu catholique en l'occurrence, et il essaye d'introduire dans son projet cette dimension symbolique du lieu. En el lloc on es va edificar aquesta església ja hi havien hagut anteriorment altres construccions religioses. Amb això Le Corbusier va intentar introduir dintre del procés de projectació aquest concepte simbòlic d'aquest espai. És a dir, ell va estudiar amb el que va poder totes les construccions anteriors que hi havien hagut allà. Sembla ser que fins i tot hi havia hagut un temple romà, i aleshores ell va intentar veure's aquest sentit religiós d'aquest punt concret, malgrat ell no era catholique. Alors justement, lui-même explique à propos de ce projet que c'est un contact avec un site, une situation dans un lieu, une éloquence du lieu, une parole adressée au lieu. Il essaiera d'établir justement dans ses premières esquisses un rapport dialectique entre le dessin, enfin le projet et le site. Un rapport de réponse, il emploie le terme de réponse au site. Et je dis que le terme est approprié parce qu'il parlera aussi d'architecture acoustique. Et on verra que les murs, les deux des murs du bâtiment reprennent le son, enfin comment dire, retiennent le son, enfin sont des murs acoustiques, avec une idée de réponse effectivement au lieu. És a dir, el propi Le Corbusier va dir per escrit que el procés projectual va ser guiat profundament per la relació dialèctica de l'edifici amb el lloc. Tant és així que hi ha uns aspectes com poden ser les condicions acústiques que van ser estudiades, que van donar forma o van influir el disseny de les formes de les parets. Aquestes condicions acústiques del lloc doncs, van ajudar al projecte. Alors voilà quelques images. Oh, pardon. Ouais. C'est flou. On ne peut pas, excusez-moi, régler juste la netteté. Merci. Aquí es veu el poblet. Donc, juste quelques images pour montrer ce lieu. En plus, je disais séduction de cet endroit parce que ça lui rappelle
les paysages de sa jeunesse, de son enfance, son père, etc. Enfin, toute une connotation affective, en fait, dans ce lieu qui n'est pas très loin de sa ville natale de la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Bueno, en aquesta diapositiva es veia el paisatge que està bastant proper també a la Chaux-de-Fonds, el poble suís, que encara que està lluny, però és més o menys proper. C'est flou. Excusez-moi, on ne peut pas régler avec le... Non, bon, bah, ça fait rien. Ça fait rien, excusez-moi. Merci. Donc, je vais montrer quelques-uns des croquis. Alors, il parle de cette intégration, effectivement, au lieu. Il parle d'une naissance spontanée du projet. Il a une idée relativement synthétique. On le verra avec les croquis de sketchbook. La plupart des croquis que je vais montrer, c'est que sa démarche, en fait, est, bon, d'abord de s'imprégner du lieu, bien sûr, mais en fait, de laisser maturer l'idée dans sa tête. Il l'explique pendant quelques mois. L'idée mature, et le dessin va être la retranscription graphique immédiate de l'idée. C'est un dessin très synthétique, il n'y a pas des hésitations, une longue recherche dans le dessin. Le dessin, c'est vraiment l'inscription de l'idée et d'une synthèse totale de l'idée. Sembla ser doncs, que Le Corbusier, abans de fer la primera ratlla, va tenir tot un procés mental de maduració d'aquest projecte i, segons la conferenciant, doncs, opina que ja en els primers croquis, quan es van aparèixer, ja era una idea sintètica i determinada del projecte. Donc rapidement ici le premier plan avec ces deux parties à l'est et au sud et est plutôt, qui s'ouvrent vers les horizons et qui sont censés englober des foules. En fait, cette forme est symbolique, effectivement, elle est destinée à recevoir les foules de visiteurs ou de pèlerins. Des dels primers inicis es poden veure un desenvolupament en planta d'unes ales que estan destinat per rebre o per abraçar, per rebre les masses de gent, els pelegrins que arribaven a la capella. Alors il explique, outre cette réponse au site, il va créer des murs épais, je le cite, une coque de crabe à faire courbe à un plan statique. Et il explique que l'une des premières sources de référence dans la recherche formelle qu'il va entreprendre pour ce projet, c'est une coque de crabe. Il a l'idée, vous le connaissez. Bon, ici, vous avez un croquis avec cette forme très volumétrique, très, très forte de la toiture. És a dir, una de les primeres formes de què el van seduir o que va utilitzar o va pensar en elles per donar-li la forma a l'edifici va ser una closca de cranc. Alors il va non seulement utiliser la forme de la coque comme source essentielle de référence, mais la structure bien sûr, c'est-à-dire deux membranes très fines qui sont très résistantes. Il explique qu'il pose le pied sur la coque et que la coque ne casse pas. En fait, donc, référence formelle, mais référence structurale aussi. És a dir, va utilitzar la forma de la closca perquè, a més, utilitzaria dues capes de closca que tenen una rigidesa molt forta. Diu que es pot trepitjar la closca del cranc i no es trenca. Juste une parenthèse pour dire qu'il collectionnait souvent ces objets naturels, des coques, des coquilles, des écorces, des os, ce qu'il appelle des objets à réaction poétique qui vont être des sources de recherche formelle aussi bien dans les exemples d'architecture comme celui-là que dans sa peinture, dans son travail plastique, dans ses sculptures. Sembla ser que Le Corbusier col·leccionava elements de la naturalesa, ja fossin escorces, closques, altres elements orgànics que li servien també per fer estudis de punts, de treballs formals. Alors voilà, je suis désolée que ce soit en négatif, les dessins, mais bon, voilà les croquis de transition entre l'idée de la coque, il y a d'abord deux membranes qui se rejoignent, et les petites esquisses qui vont donner le profil en aile d'avion, comme on peut le voir dans les dessins du dessus. Donc, comment il travaille une forme, comment il la modifie, comment il synthétise plusieurs idées, d'ailleurs, on verra lesquelles. Aquí es poden començar a veure com es va transformant la idea de les dues closques i de mica en mica es va passar amb una secció en forma d'ala d'avió, a dir la conferenciant, i lamentava que fossin negatives les diapositives. Donc ça va être une coque creuse avec des fermes plates, avec des poutres plates, une coque creuse qui a 2,26 m de haut, avec deux membranes de 6 cm et complètement creusée, enfin, comme une aile d'avion. Ici la structure. De mica en mica es anava apareixent la solució definitiva de que consistiria en dues closques, en el fons dues membranes de formigó que seguint l'estructura d'una ala d'avió té entremig els panells rigiditzadors
que amb el canto total d'aquesta estructura crec que dic que és de 2,60 m, mentre que el gruix de cada una de les capes superficials és de 6 centímetres tan sols. Autre exemple qui me paraissait intéressant parmi ces sources, on peut voir que le dessin chez Le Corbusier est une mémoire. Je crois que c'est important pour tout architecte, cette idée du dessin qui est une mémoire, qui fait que quand on voyage, il explique lui, quand on voyage, on dessine afin de retenir et d'emmagasiner tout ce qu'on a vu. Et il y a des milliers de dessins de jeunesse, de voyages en 1907, 1911, de voyages d'Orient, voyages d'Italie, etc. Le Mzab, bon, des centaines de carnets remplis. Et c'est très curieux, je prends un seul exemple, sinon je vous assommerai, mais c'est très curieux de voir comment, 40 ans après, une idée ressurgit, une idée vue en 1911 en l'occurrence. Alors Sembla ser que quan Le Corbusier viatjava duia sempre uns petits blocs de notes i anava prenent apunts, ja que estava convençut Le Corbusier de que per fer un disseny, en tot disseny que fa un arquitecte, sempre intervé tota la memòria replegada durant l'experiència vital d'aquesta persona. Aleshores, diu que és curiós que una idea que potser ell va recollir l'any 1911 després s'utilitzés 40 anys després per fer un projecte. Alors, par exemple, à Tours, la forme des tours de Ronchamp, que vous voyez à gauche, en fait, il se rappelle que 40 ans avant, il avait trouvé un système d'arrivée de lumière. Sembla ser que la torre, una de les torres de Ronchamp, estava basada en un sistema per captar la llum que ell havia estudiat 40 anys abans. Alors c'est en visitant la Villa Adriana à Tivoli, près de Rome, le sérapéum de la Villa Adriana, une basilique souterraine, est éclairé par des tours creusées dans le rocher, un peu comme un périscope de sous-marin, en fait, ce système. Et la lumière entre comme ça. Sembla ser que durant aquesta idea li va venir a Le Corbusier quan va visitar la Villa Adriana de Tivoli en 1911. L'any 1911, on una de les parts d'aquesta vila romana antiga estava il·luminada per una espècie, diu, de periscopi que recollia la llum i la baixava cap avall. Alors bon, il se rappelle de ces choses, il fait un petit croquis. Ici sont les dessins qui avaient été faits, qui sont publiés dans les œuvres complètes, d'où la qualité médiocre du document. Aquests són els croquis que va prendre. Voilà ici une gravure de Piranès qui explique le système d'éclairage du sérapéum de la Villa Adriana. Aquí es veu el sistema d'il·luminació del serapeu de la Villa Adriana de Tivoli. Bon, ici une photo en négatif, mais une photo où on voit le système d'éclairage. Et en fait, la formalisation, la réalisation dans le projet de Le Corbusier, donc du même système en périscope, où la lumière arrive par une bande verticale, par deux bandes horizontales et des brises-lumière qui vont diffuser et atténuer la lumière qui va retomber sur les hôtels des chapelles secondaires. En les dues diapositives acabem de veure el sistema que es va utilitzar en el serapèum de la Vila Adriana i després hi ha la solució formal definitiva de Ronchamp, on la il·luminació es aconsegueix amb dos elements o dues finestres, una vertical i l'altra per dues franges horitzontals que serveixen, diu, per tamitzar en conjunt la llum que baixa, perquè a més la de les franges horitzontals té davant un brise-soleil o una persianeta que difon la llum. En fait, je montre un exemple seulement pour se rendre compte de l'importance de toutes ces couches, de toutes ces références retenues, ces sédimentations qui font le travail créatif de l'architecte, en fait, qui sont sa mémoire, comme je le disais. És a dir, he posat aquest exemple perquè el conferencial creu molt en la importància de totes aquestes capes de la memòria que actua en un arquitecte en el moment de la projectació. Bon, ici la vue extérieure. Je continue de montrer assez rapidement les croquis de recherche du projet, avec la définition du plan assez rapide, enfin très synthétique dès le début. Ce sont les tout premiers croquis, ça. Aquests sembla ser que ja són un dels croquis inicials amb el qual es pot veure com la planta i els alçats i fins i tot unes perspectives ja estaven com molt definides des del commencement. Alors en quelques traits, le programme est résolu. On lui a demandé de pouvoir à la fois isoler des offices particuliers dans 3 petites chapelles qui sont dans ces formes qui se retournent sur elles-mêmes. Et bon, c'est un plan très simple, dissymétrique, organique. Il se veut un plan organique en réponse à la forme organique de la coque de crabe.
et il va solutionner, enfin raccrocher cette forme organique au plan organique par des murs très massifs qui font effet de contrebutement de la voûte. Même si elle est creuse, visuellement, il y a un effet de contrebutement de la voûte. És a dir, a la planta primer hem observat que hi ha dos espais, un que és més petit per petites celebracions religioses privades o de petit nombre de gent, que és la part superior, i després es desenvolupa, es pot veure a la part de dalt que hi ha un petit espai i després hi ha l'altre espai, que això li venia donat com a programa de l'obra. Després també es pot veure com comença a utilitzar les formes orgàniques que tanca aquests espais amb unes formes ondulades orgàniques que recorden les closques del cranc. Després també en les parets, en canvi, utilitza murs d'una gran amplària que donen, si més no, encara que no sigui veritat potser a nivell estructural, donen la impressió de ser autèntics contraforts de les voltes o dels pesos que tenen que suportar en el sostre. Bon, le plan est défini, je passe assez rapidement, plan donc dissymétrique, plan de forme organique. Ici, une seconde série de croquis qui date de 51, qui est plus tardive, où il va étudier les espaces intérieurs. Hem vist una nova planta i després uns croquis de l'any 51 on ja comença a estudiar els espais interiors. Donc il va penser l'intérieur comme une ronde bosse en creux, comme une sculpture creusée, on appelle ça une ronde bosse en creux en français, enfin une ronde bosse. Il creuse l'espace de l'intérieur comme une sculpture creusée de l'intérieur. És a dir, Une ronde bosse, oui, je ne sais pas si ça se traduit. no sé si algú em pot ajudar a la paraula, però és a dir que l'espai interior el fa com un buidat de l'espai. És a dir, una cosa és l'espai exterior i una altra és l'espai interior. I entremig queda una altra cosa que acabarà sent l'arquitectura. M'imagino que vol dir aquest sentit. Où il explique que la lumière va entrer de manière très parcimonieuse, très ponctuée, très calculée. On le verra dans... La llum sempre en aquest edifici, l'entrada de la llum a dintre de l'edifici ha estat sempre estudiada perquè entri d'una forma pomposa, cerimoniosa i molt calculada. Donc ici les croquis, je les montre assez rapidement, les différentes esquisses. Aquests són els croquis. Bon, des détails techniques, par exemple, la désolidarisation, des détails techniques comme la désolidarisation de la grande tour et de la grosse masse du toit, des joints de désolidarisation, enfin, ça c'est plutôt technique. Amb aquests croquis podem anar veient com Le Corbusier decideix de separar la gran coberta de forma estructural de les torres dels campanars d'il·luminació. Et je montre ce dessin parce que l'idée de la déclivité du toit depuis le grand angle sud-est là jusqu'à l'ouest où il y a la gargouille, il y a une déclivité, une pente du toit très forte. Et là, dans une caisse de documents qu'il avait indiqué comme étant les sources de référence de Ronchamp, enfin sources du projet Ronchamp, il y avait une revue avec ce croquis, cette coupe d'un barrage qui va lui servir aussi d'idée pour la déclivité entre le grand angle sud-est et le côté ouest où les eaux vont s'écouler. Parce que dans le programme, on lui avait demandé de recueillir les eaux dans une citerne. Il y avait très peu d'eau sur la colline. Enfin, donc il a l'idée un peu d'une coupe telle que cette coupe de barrage pour recueillir les eaux. Il y a une synthèse de forme donc, entre cette coque de crabe et cette coupe de barrage. Enfin, une espèce de... És a dir, un dels punts del programa que li varen demanar és de que es recollissin totes les aigues pluvials, perquè a dalt de la muntanya hi ha poca aigua i per tant es volia crear una cisterna. Això va donar peu que Le Corbusier pensés formalment en la forma d'una represa d'aquests desaigues. Sabeu que en les represes hi ha la possibilitat de l'evacuació ràpida de les aigues quan creix molt el nivell de les aigues. Aleshores es formen aquests tobogans tan importants i diu que això Le Corbusier va recuperar aquesta imatge en el disseny d'aquesta fortíssima pendent del sostre que va, crec que he dit, de la part sud-est a la part oest, on hi ha la gran gàrgola aquesta que es pot apreciar i aleshores que ell va extreure doncs, aquest disseny formal dels pantans, diguem-ne. Idem pour la forme de la gargouille qui va recueillir les eaux. Le profil ici aussi, bon, il le reprend d'un profil de barrage en saut de ski. C'est la même forme de profil que l'évacuation qu'on a vue. Attendez,
qu'on a vu en bas ici, là. Enfin, c'est pas très clair, mais c'est le même principe. La forma de la gàrgola també és extreta d'un exemple concret d'un pantà que coneixia. On la voit ici. Donc c'est par cette gargouille que s'écoulent les eaux. Ici, je montre encore quelques éléments donc, tout à fait synthétiques, donc, où le projet est complètement défini. Le plan est complètement définitif en quelques lignes. Bon, on peut effectivement évoquer des apparentements formels qui sont liés à des comparaisons fonctionnelles tout à fait évidentes. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'une fonction entraîne une forme, et on le verra avec un exemple que je vais montrer à ce propos. Attendez, je vais le montrer tout de suite. Non, pardon. Oui, en fait, on peut voir ici un exemple qui est assez curieux. C'est une cantine, une cave à vin à Ischia, près du golfe de Naples. Et on trouve les mêmes types de formes, les mêmes tours en quelque sorte, qui là servent à l'aération, et qui sont orientées